Je me fous de qui vous êtes. Je me fous que vous ayez 7, 34 ou 88 ans. Que vous veniez d'un petit village perdu de Sibérie ou d'une des lunes de Jupiter. Je me fous que vous aimiez le foot, la couture ou TPMP. Que vous détestiez les animés. Je me fous de votre âge, de votre origine ou de vos goûts. Je me fous de qui vous êtes. Vous avez forcément déjà entendu ça. Pour certains, DBZ c'est un truc japonais un peu bizarre où tout le monde gueule sans raison et en profite pour se faire une couleur. Pour beaucoup, DBZ c'est une œuvre mythique, unique et immortelle. Celle qui a mis le Japon sur une carte, la porte d'entrée vers un monde sans pareil. Pour moi, c'est mon enfance. J'ai passé plus de temps à regarder les cassettes en boucle qu'à travailler dans toute ma scolarité. J'ai tenté de devenir Super Saiyan jusqu'à un âge bien trop avancé pour que je veuille bien l'admettre. J'ai développé une appréciation sincère pour la culture nippone grâce à cette œuvre. Alors oui, à présent, d'autres ont volé la place qu'elle occupait. Maintenant, je m'aperçois des défauts. Aujourd'hui, j'ai renié mon premier amour. Mais plus pour longtemps. Parce que cette vidéo existe pour raviver la foi. Parce que des phénomènes comme DBZ, on n'en compte pas 3. Parce qu'au pays des animés, il n'y a jamais eu qu'un seul roi. Né à Nagoya le 5 avril 1955, ni Toriyama ni ses parents ne se souviennent du premier jour où il a commencé à marcher. En revanche, personne n'a oublié celui où il s'est mis à dessiner. À 3 ans, alors que sa mère l'avait laissé jouer quelques instants dans le salon, quand elle revient, elle le voit en train de gribouiller sur le mur. Horrifiée, elle se précipite, mais elle s'arrête d'un coup. La jeune maman s'attendait à tout, sauf à ça. Sur le mur figure une copie parfaite de la Joconde. Non bon, ok ça va, je déconne. À la place, bébé Toriyama reproduit quelques animaux et véhicules dont il est fan. Un chien, un camion, un condor de Californie, une Bugatti Chiron. Il se fait plaisir le coquin. Et déjà, dessiner est plus qu'une passion, c'est un besoin. À 6 ans, un film d'animation va lui produire un électrochoc qui déterminera le reste de sa vie. Alors non, je ne parle pas de Naruto de Last Mission, parce que déjà les dates ne collent pas, et parce que l'ironie veut que ce soit un Disney et non un animé. Les 101 Dalmatiens. Le jeune Toriyama se retrouve hypnotisé par le défilement et le mouvement de toutes ces taches blanches et noires. À 6 ans, il se demande ce qu'il a accompli jusqu'ici, comment est-ce qu'on peut dessiner d'aussi belles images, et ce qui se trouve après la mort. Bref, il est en transe le gamin, un filet de bave au coin de la bouche. Et quand le film se termine, il est convaincu. C'est ça qu'il veut faire, dessiner. S'ensuit alors un arc d'entraînement intensif. Après, en primaire, Toriyama découvre les mangas du frère d'un de ses camarades de classe. Nouveau choc, qui s'intensifie lorsque son voisin lui montre sa télé 0,4K. En voyant Astro Boy, le garçon se remet à baver. Il dessine toujours comme un fou, mais maintenant il imite les mangas et animés qu'il a vus. Beaucoup de ses amis font pareil, et il se souvient les avoir dépassés lorsqu'il s'est mis à les dessiner eux. En s'intéressant à l'anatomie et aux expressions faciales, son talent fait un bond en avant considérable. Une fois au collège, il délaisse les mangas parce qu'il était plus intéressé par les films de monstres et des séries comme Ultraman ou Gamera. Dans sa tête, c'est clair, il n'y a pas d'autre choix qu'un lycée spécialisé dans le design artistique.
Après avoir obtenu après avoir eu son bac, il décide, aux grandes dames de ses parents, d'arrêter les études pour aller bosser. Toriyama décroche un poste dans une agence de pub où il réalise des posters pendant 3 ans. Un travail auquel il s'est très vite adapté. Mais le jeune homme a un problème. Il n'est pas du matin, et il arrive souvent à la bourre au taf. Ce qui ne serait qu'un détail chez nous est intolérable au Japon. Après avoir été flagellé à coups de bambou et passé à 2 doigts de devoir faire harakiri, il décide de se tirer, épuisé par l'environnement un brin toxique qui régnait. À 23 ans, en déj de thunes, Toriyama rentre dans un café et attrape une revue au hasard. Il s'agit du Weekly Shonen Jump, de loin le magazine prépubliant des mangas le plus populaire. Et dans celui-ci est proposé un concours pour dénicher de nouveaux auteurs prometteurs. N'en dis pas plus, magazine. Le tout premier travail que Toriyama envoie atterrit dans les mains de Kazuhiko Torishima, rédacteur en chef et homme qui deviendra son éditeur. Celui-ci se rappelle avoir apprécié le manga fourni, mais comme il s'agissait d'une parodie de Star Wars, il n'a pas été retenu. En revanche, Kazuhiko remarque un certain talent et l'encourage à continuer. Alors, il ne perd pas espoir, notre Toriyama, et quelques temps plus tard, il envoie Wonder Island, une collection d'histoires courtes. C'est la toute première œuvre qu'il verra publiée dans le Shonen Jump. Mais tous les votes des lecteurs s'accordent pour dire que c'est la pire série du magazine. Tant pis, de toute façon Toriyama compte créer une suite, Wonder Island 2, encaisser un chèque, puis passer à autre chose. Mais quand ça sort, encore une fois les lecteurs sont unanimes. C'est nul à chier. Et là par contre c'en est trop. Pour qui ils se prennent ces lecteurs? Ils vont voir de quoi Toriyama est capable. S'ensuit une année de flop intensif. Plus de 500 pages d'histoire en tout genre qui sont invariablement boudées par un public mi-figue mi-raisin. Alors, au bout d'un moment, son éditeur lui propose de faire un perso principal féminin. Toriyama s'exécute et sort Tomato de Kyotsi Gumshoe. Tomate, la détective privée mièvre. C'est l'histoire d'une policière nommée Slump qui se retrouve à faire équipe avec un incompétent total pour capturer un criminel notoire. Cette fois, il rencontre un peu plus de succès que d'habitude. On est sur un rapport pouce bleu sur pouce rouge pas ignoble. Les rumeurs prétendent même que certains ont trouvé ça plutôt sympa. C'est plus qu'il n'en faut. Remotivé comme Jaja, Toriyama dessine ce qui deviendra son premier hit, Dr. Slump. On suit un vieil inventeur génial mais pervers qui crée Harale, une petite fille robot kawaii mais à la force herculéenne. On perçoit déjà le style reconnaissable entre mille de l'auteur, que ce soit dans le dessin ou dans le mélange de fantasy et science-fiction avec pas mal d'humour. On distingue aussi ses inspirations avec un des policiers ayant le casque d'un Stormtrooper ou le personnage de Superman, un petit gars en surpoids qui se change en Superman lorsqu'il mange un umeboshi, une prune japonaise bien immonde. S'il s'agit d'une petite histoire plus rigolote qu'autre chose, pour une raison ou une autre, la mayonnaise prend, et c'est un succès retentissant. Toriyama s'attendait à faire quelques chapitres et se retrouve à pondre 18 volumes, souvent en panique parce qu'il ne sait jamais quoi raconter, avant que son éditeur l'appelle pour lui rappeler qu'il est grand temps de bosser. Dr. Slump se classe parmi les séries les plus hype du Shonen Jump et vend plusieurs millions de tomes chaque mois. Mais Toriyama, ça le saoule vite. Cette comédie épisodique ne l'intéresse pas vraiment et il veut faire autre chose. Seulement, comme un animé est prévu et que la série rapporte moult thunes, la Shueisha, sa maison d'édition, ne l'autorise pas à arrêter. Mais on la lui fait pas comme ça à Toriri. Quand ça le gonfle, il trouve toujours un moyen d'arrêter, quitte à se barrer s'il le faut. Alors, il va voir le grand Manitou de la Shueisha, et après des négociations musclées, ce dernier l'autorise à abattre la vache à lait. Mais il y a une condition. Il doit créer quelque chose d'encore plus populaire. Le patron a un sourire en coin. Pour lui, c'est échec et mat. Il pense l'avoir coincé. Mais c'était mal connaître l'homme qu'il avait en face de lui. Parce que lui aussi rigole, un air triomphant sur le visage. Effectivement, c'est bien échec et mat. Maintenant, il est l'heure de passer à la vitesse supérieure. Il est l'heure de choquer le monde. Il est l'heure de devenir Super Saiyan. Tout de suite, une petite question pour vous. Akira Toriyama a un fils. D'après vous, quel est son prénom? Vegeta, Zoro, Sasuke ou Kurapika? Et la bonne réponse est... Oui, bon, c'était Sasuke. On ne se rend pas compte de l'influence d'un éditeur. C'est bien Kazuhiko qui a soufflé l'idée à Toriyama. Lors d'une discussion avec Nachi Mikami, la femme de Toriyama, qui s'avère être une ancienne mangaka, elle lui révèle que son mari a pris l'habitude de travailler tout en laissant des films de Jackie Chan tourner en fond. Elle explique qu'il les a tous vus plusieurs dizaines de fois, ce qui lui permet de comprendre ce qu'il se passe juste avec le son.
L'ironie veut que Jackie Chan deviendra un énorme fan de la licence par la suite. Intrigué par cette passion, Kazuhiko propose à sa poule aux œufs d'or de pondre un manga sur le kung-fu. Et c'est comme ça que naît Dragon Boy. Pilote pour la série qu'on connaît tous, on suit un jeune praticien d'arts martiaux du nom de Tang Tong. Et non, c'est pas une blague, tandis qu'il escorte une princesse, un mélange entre Shishi et Bulma. C'est sympa mais comment dire, il manque un petit quelque chose. Alors Kazuhiko intervient encore brillamment, en laissant tomber un roman sur la table de Toriyama, et pas n'importe lequel. Les Pérégrinations vers l'Ouest. Une œuvre classique dans l'Empire du Milieu, ce qui se rapproche le plus de la Bible pour eux, et qu'on connaît sous un autre nom, Sun Wukong, le roi singe. Les engrenages s'emboîtent dans l'esprit de Toriyama. Aidés par son éditeur, les deux hommes mettent au point un road movie dans cette Chine antique et fantastique, toujours en incorporant des éléments de SF dont l'auteur est très friand. Par contre, cette fois, au lieu de faire une simple comédie épisodique, il compte bâtir une fresque épique. Après plusieurs mois de travail, Dragon Ball débarque le 20 novembre 1984. Et le succès n'est pas franchement au rendez-vous. En fait, une fois la hype des premiers chapitres retombée, la série perd vite des places dans le classement hebdomadaire du Shonen Jump. Sa popularité est en chute libre. La Shueisha est en deuil. Kazuhiko est en slip. Ils ont tué Dr. Slump, un classique. Pour ça, réunion de crise, c'est la merde. Ça cogite sévère dans la salle de réu. Toriyama met des taquets au mobilier. Kazuhiko menace de s'immoler. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à une conclusion. Celle qui décidera, pas seulement de la direction de Dragon Ball, mais de l'ensemble des shonen 40 ans plus tard. Goku doit devenir plus fort. Il doit continuellement progresser contre des adversaires de plus en plus balèzes, de plus en plus méprisables. Quelques semaines plus tard, apparaît Krillin, le seul personnage sans nez, posez pas de questions. Il sert de faire valoir pour booster par contraste le charisme discutable du héros à la queue de singe, posez pas de questions. Rapidement, les deux compères participent à des compétitions d'arts martiaux, et là, la popularité du manga grimpe en flèche. On vient de prendre un tournant majeur, ou oserais-je dire, un tournoi majeur, dans l'histoire du manga. Parce qu'à partir de maintenant, Dragon Ball ne fera qu'engranger des fans, jusqu'à atteindre un pic de renommée jamais vu à l'époque. Dragon Ball devient le manga le plus vendu au monde et de très loin, avec plus de 150 millions de copies écoulées rien qu'au Japon. En fait, sa popularité est telle que le Shonen Jump, le magazine censé le mettre en avant, devient celui qui bénéficie de sa présence. Pendant plus d'une décennie, Dragon Ball règne en maître, éradiquant toute forme de concurrence avant qu'elle n'ait le temps de naître. Évidemment, un animé est très vite mis en place. Pour la première moitié du manga, c'est le producteur de Dr. Slump qui s'en charge, et les avis sont loin d'être unanimes. En fait, ils vont même en tendant vers le flop absolu, notamment parce que le responsable avait gardé cette image de comédie mignonne de l'ancien travail de Toriyama. Du coup, au moment de l'ellipse, on lui propose d'aller voir ailleurs si quelqu'un s'y trouve. C'est les gars qui s'occupent des Chevaliers du Zodiaque qui reprennent le flambeau pour corriger le tir. Le plan est de faire plus réaliste, plus sérieux, plus mature. Goku lui-même subit un relooking. Cerise sur le gâteau, le nouveau producteur propose un coup de marketing de génie. Comme on vient de finir un cycle de l'histoire et qu'un nouveau démarre, ça serait pas mal de changer le nom. Pas trop pour perdre les fans, mais suffisamment pour offrir ce vent de fraîcheur. L'équipe consulte Toriyama qui répond en une seconde sans même hésiter. On rajoutera une lettre. C'est comme ça que naît Dragon Ball Z. Et c'est comme ça qu'on passe d'une œuvre à un phénomène. On parle ici de l'un des animés les plus appréciés de l'histoire, et le tout premier à déclencher une telle ferveur. Il est diffusé dans plus de 80 pays et se hisse comme le programme télé le plus suivi dans beaucoup. Aux États-Unis, il surclasse des séries comme Friends et X-Files. Dragon Ball Z devient à la fois la série la mieux notée de tout le catalogue de Cartoon Networks, mais lorsque l'arc de Freezer démarre, elle est tout simplement la plus suivie chez les hommes entre 9 et 24 ans à travers le monde. Sa notoriété n'est plus à faire, et pourtant, elle continue de croître jour après jour. En 2017, c'est plus de 30 millions de DVD vendus, 70 millions de jeux vidéo écoulés, près de 300 millions de mangas qui ont trouvé preneur, pour un total ahurissant de 10 milliards de dollars de recettes. Aujourd'hui encore, on voit des réacts géants au Mexique qui réunissent des centaines de fans de tout âge et toute profession. Ils s'assoient ensemble pour assister à l'affrontement entre Goku et Jiren dans Dragon Ball Super. Même les sicarios des cartels posent leurs armes pendant 20 minutes.
Des stades entiers sont remplis. Des dizaines de milliers d'inconnus s'unissent pour rendre hommage aux héros que tout le monde connaît. Le pape lui-même organise des soirées Budokai Tenkaichi 3 dans le palais apostolique. À la cour de récré, la moitié des gamins tentent de faire des kamehameha. En fait, avant que quiconque s'en aperçoive, ce sont des millions de personnes, partout à travers le globe, qui lèvent les mains, ensemble. Kazuhiko se félicite, la Shueisha jubile, pendant que Toriyama, lui, déprime. Si vous n'êtes pas un vieux fan de DBZ, vous pouvez sans doute esquiver cette partie et passer à la suivante, qui sera bien plus intéressante, je le jure. Les autres, préparez-vous. Parce qu'avant de me lancer dans une analyse de comptoir PMU sur les raisons d'un tel succès, j'ai envie de me faire, et potentiellement vous faire, un kiff. Je veux prendre une bouffée de nostalgie comme rarement j'en ai eu et comme plus jamais j'en aurai. Alors dites-moi, après toutes ces années, est-ce que vous aussi vous vous souvenez quand Tao Pai Pai emprunte la colonne d'un palais pour surfer dessus sur 2300 km, ou quand il renvoie une balle de sniper avec sa sandale avant de la remettre comme si de rien n'était, quand Goku affronte une momie sur des langues de pierre, puis se fait attaquer par un cosplayer un peu chelou qui tente de le griffer, quand Krillin combat une geisha vraiment bizarre, quand Goku fait une course contre un ogre en enfer, quand le jeune Gohan fait ami-ami avec un robot juste avant de le perdre, quand Goku et Piccolo passent leur permis avec un vieux et une folle, quand Boo se transforme en chicha, quand Goku et Vegeta explorent l'intérieur de Majin Buu, ou encore quand le gentil Boo commande la plus grande glace au monde. Revoir ces images aujourd'hui a éveillé plus de souvenirs enfouis que n'importe quel psy pourrait le faire. Mais si j'ai poncé l'animé à l'époque, alors je ne sais vraiment plus quel verbe employer pour dire ce que j'ai fait aux 13 films sortis dans les années 90. Pour moi, c'est ça mon trésor de nostalgie. Pour moi, c'est ça mon enfance. Si ça ne parlera pas aux plus jeunes, j'espère que les vieux fans, et je sais qu'ils sont nombreux, retrouveront une partie de leur amour d'antan, certainement érodé par le temps. Et puis, quand deux des personnages les plus iconiques de la licence sont nés dedans, ça mérite qu'on s'y intéresse quelques instants. Du coup, est-ce que vous vous rappelez du tout premier film Dragon Ball Z arrivé chez nous? Parce que moi non. À la poursuite de Garlic est celui qui m'a le moins marqué. Je me souviens vaguement du moment où Gohan fait la gueule, mais c'est à peu près tout. Et c'est presque pareil pour le robot des glaces où notre équipe de choc se rend en Antarctique afin de se friter contre un gros truc jaune élastique, un Piccolo possédé, puis un robot cerveau apparent. Franchement, les deux premiers opus comptent parmi les moins aboutis et par conséquent les moins mémorables. Ce qui change déjà pour le suivant, le combat fratricide. Celui où Gohan devient meilleur ami avec un dragon pendant que Goku affronte son jumeau maléfique, venu avec une technologie futuriste complètement dingue. D'après mon ordinateur portable, ton sang est identique au mien. Étrangement, même si je me souviens que le frérot a un nom d'un théorème de géométrie et de cette histoire de fruits défendus, celui-là non plus ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ce qui n'est vraiment, mais alors vraiment pas le cas du téléfilm Bardock contre Freezer. Lui, j'ai pas pu l'oublier. Bien sûr, il y a l'excitation de découvrir le père de notre héros bien aimé, il y a aussi le développement de l'univers, même si tout n'est pas 100% canon, avec les Saiyans, Freezer et la planète Vegeta. Il faut se rendre compte que c'est pas facile de créer un filler intéressant, et même si là, quelques libertés sont prises, je pense qu'il s'agit d'un cas d'école que les studios auraient dû analyser. Pour le coup, c'est vraiment bien exécuté. On ouvre sur du lore, et on a rapidement un petit clin d'œil bien vu lorsque Bardock annonce qu'il se contrefout de son fils, destiné, selon toute vraisemblance, à rester un guerrier de second ordre. Difficile de réprimer un sourire quand on sait ce qu'il est devenu par la suite. Bébé Vegeta, de son côté, est traité comme le prince qu'il est, ce qui contribue à expliquer son caractère de gamin capricieux et orgueilleux au possible. Un autre beau moment survient quand Bardock aperçoit le futur de son fils et l'homme qu'il deviendra. Puis, quand il voit ses amis mourir et nous son foulard taché de sang dans une scène dont Zoro s'inspirera plus tard. Après un premier combat contre des sbires, il arrive en piteux état sur sa planète et essaye de convaincre ces gros bourrins de Saiyan de sa vision pendant que tout le monde lui rit au nez. Il se retrouve par conséquent seul pour affronter une tâche insurmontable. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Badass et Bardock ont la même racine, puisque démarre un moment inoubliable.
Sur une musique bien connue des fans, sans doute l'OST le plus épique de la licence, Bardock affronte seul Freezer et son armée tout entière. Et pour les vénards comme moi qui ont eu la chance d'obtenir la cassette du film, je suis prêt à parier que vous aussi, vous vous en souvenez comme si c'était hier. Ce qui est un peu moins sûr pour la menace de Namek, où Gohan et son dragon font péter un câble à Piccolo en sifflant et twerkant à côté de lui. Juste avant que Chi-Chi se fasse one-shot après s'être surestimé. Avoue que je ne me débrouille pas si mal que ça. Arrière, toi, maman! Enfin, le grand méchant Slug apparaît et force Goku à devenir un faux Super Saiyan. Qu'est-ce qu'il fait? Puis à l'annihiler avec un bon vieux Genki Dama maison. Par contre, qu'on soit clair, la revanche de couleur reste un classique absolu. La tension monte crescendo grâce aux soldats du grand frère de Freezer jusqu'à un final grandiose où on assiste à l'une des transformations en Super Saiyan les plus épiques qu'il soit, voire peut-être même la toute meilleure de la série. Now I know why my brother was killed. I love it. You're too much. Le film suivant m'a aussi laissé un souvenir palpable avec le débarquement de Metal Cooler. Sa force est telle qu'elle demande à Goku et Vegeta de se transformer et de passer les 3/4 du film pour finalement en venir à bout. Complètement exténué, il se retrouve alors face à une armée de ses clones métalliques. Sacré frisson à l'époque. Et moi qui croyais qu'on s'était débarrassé de lui à tout jamais. Qu'est-ce que c'est que cette Je histoire? m'étais bien trompé. Celui que vous avez éliminé n'était qu'un robot créé par notre savant, le grand Guélester. J'espère qu'il vous reste assez de force et d'énergie pour affronter tous mes chers sosies. Je vous souhaite bonne chance. Dommage que la fin ait été écrite sous LSD. Il y a longtemps de cela, une puce électronique dans le cimetière des vieilles fusées et des satellites hors d'usage. Ça lui a pris beaucoup de temps, mais elle a réussi à se multiplier un peu comme une cellule humaine. Elle absorbait l'énergie contenue dans l'espace et grossissait. Et aujourd'hui, elle est assez grosse pour avaler une planète entière. Entre nous, on l'appelle le grand Guélester. Sans lui, on ne pourrait pas vivre. Mon cerveau s'est un jour trouvé sur son chemin. Et depuis, il ne fait plus qu'un avec l'ordinateur principal qui régit le grand Guélester. C'est ce qui m'a permis de fabriquer un corps fait de circuits électroniques. Plus fort et plus puissant que l'original. L'offensive des cyborgs est un autre moment mémorable pour moi. Je me souviens de l'intro où Goku et Gohan portent les emplettes de Chi-Chi, de l'arrivée chaotique du Minimoys violet et de Lara Croft sous stéroïdes, de la suprématie de l'Android 13 une fois fusionné, de ses boules d'énergie rouge, du sacrifice de chacun pendant que Goku charge son Genki Dama, et de l'absorption de ce dernier pour finalement en venir à bout.
10 sur 10. Ne serait-ce que pour la nostalgie. Alors autant pour le reste, je ne suis pas sûr, autant pour le suivant, je sais qu'il a compté pour beaucoup. Broly, le super guerrier, est à la fois l'un des films les plus appréciés, les plus populaires, et un personnage que tout le monde connaissait bien avant qu'il ne devienne canon. Les vrais se souviennent des prétendus passe-temps favoris de Goku, Mes passe-temps favoris sont le sport, la lecture. ou du karaoké de Krillin. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Par contre, personne n'a pu oublier quand Broly utilise Gohan comme une truelle pour refaire la façade d'un mur, ou l'avancée héroïque de Goku sur une musique quasi western. C'est qu'il fait peur, le Broly, dans le premier film. En plus d'être un guerrier suprême, il est d'un sadisme rarement atteint dans l'œuvre, qui n'est pourtant pas avare en manichéisme. Broly détruit une planète entière juste pour foutre le seum à des petits êtres inoffensifs, et compresse son propre père jusqu'à ce que mort s'ensuive. Plus que le respect, il inspire la crainte la plus totale. Suffisamment pour décourager Vegeta et Goman, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors on pourra reprocher à DBZ que c'est un peu tout le temps la même chose, mais cet opus se distingue. Il est plus sérieux, plus sombre, plus soigné que les précédents. Et aussi plus long. De quoi offrir un spectacle qui en aura marqué plus d'un. Broly le super guerrier deviendra une référence. Un média tout particulier qui ne sera que rarement égalé par les prochains et dépassé par un seul. Difficile d'enchaîner après ça. Et pourtant, moi je garde un bon souvenir des mercenaires de l'espace. Faut dire que quand tu commences en parlant d'un championnat du monde d'arts martiaux, forcément les fans écoutent religieusement. Goku, au paradis, ne peut qu'assister au spectacle pendant qu'il se fait troller par Kaio. Oh, ça a l'air bien plus dur que le dernier championnat. Tu aimerais y participer, mais tu ne peux pas, tu ne fais plus partie de ce monde-là. Puis, après une phase qualificative, arrive la deuxième partie du tournoi où Krillin, Trunks, Gohan et un sumo sont envoyés affronter des combattants d'exception aux quatre coins de la galaxie grâce à un manège décidément bien conçu. Pour la faire courte, il tombe sur Bojack, le seul guerrier qui change carrément de couleur de peau à sa transformation. Je ne saurais dire s'il s'agit d'une dénonciation du racisme ou d'un daltonisme du réalisateur, puisqu'apparemment les cheveux de Goku et de Gohan ont des reflets bleus à présent. Ce que je peux affirmer par contre, c'est que le film aura fait briller Gohan, celui qui devait devenir le second héros de DBZ. Prépare-toi. Maintenant, je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes, tu as compris? Désormais, il n'y a plus que moi seul pour protéger la Terre. Prends garde à toi! Dragon Ball Z, Rivaux dangereux, est la suite directe de Broly Super Guerrier. Il se passe 7 ans après, et même si le réalisateur est revenu, il a beaucoup moins plu aux gens. Faut dire qu'on perd l'intensité du premier volet, que Videl est absolument détestable, et que Broly n'a qu'un seul mot à la bouche. Il n'est pas devenu muet, juste débile. Et comme il ne partait pas franchement avec un QI exceptionnel, ça vous donne un bon aperçu de son charisme dans cette suite. Mention honorable tout de même à la technique qu'il utilise sur Trunks, j'ai jamais vu ça, et bien sûr au Kamehameha familial qui sauve tout le film, un classique. Le dragon est allé chercher papa. Ensuite, on a le pire film DBZ, sans compter les live-action, bien sûr, avec Attack Super Warriors, qu'on connaît aussi sous le doux nom de Bio Broly. Je ne sais pas qui a eu l'idée de refoutre une couche de Broly directement après, mais faut le virer. Autant j'aime bien voir Goten et Trunks à l'action ensemble, autant tout le film n'est qu'une ode à la dégénérescence mentale.
Et ce qui est surprenant, c'est que l'opus qui suit est le bon. Le voilà, le seul film à avoir détrôné Broly le super guerrier. Dragon Ball Z Fusion. Créé par les mêmes réalisateurs et scénaristes, il commence sur la finale d'un tournoi céleste, ce qui montre qu'ils savent ce qu'ils font les deux PPR. Pour faire simple, le film est un concentré de fanservice, mais dans le bon sens du terme. Les âmes des morts reviennent sur Terre qui subit une infection de zombies, nazis, vampires, et même des vieux ennemis de Goku venus se friter avec sa descendance. La situation est catastrophique, tellement que même Shenron n'a pas le pouvoir de résoudre le problème. Et pourtant, ce n'est même pas ça qui nous intéresse. Parce que dans le monde de l'au-delà, apparaît un gros client. Un personnage qui s'imposera, tout comme Broly, comme l'un des chouchous des fans. Pour cause, Janemba, dans sa première forme, est extrêmement fun. Que ce soit ses portails ou quand il crée une réplique de Sangoku pour contrer son Kamehameha, toutes ces techniques sont créatives et très plaisantes à découvrir. On a même très vite droit à un Sangoku en Super Saiyan 3, ce qui reste une apparition rare dans la série. Et celui-ci ne fait qu'une bouchée de gros Janemba. Mais qui dit DBZ dit transformation. Et là pour le coup, Janemba version cool pose plus de soucis. Trop en fait. En plus, c'est de la triche, il a une épée. Plus le choix. Il est temps d'honorer la promesse du titre. Il est temps d'introduire le personnage préféré de tous. Il est temps de marquer une génération. Et son nom est... Tu ne me connais pas, je ne suis ni Sangoku ni Vegeta. Et je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Je ne mentais pas quand je disais qu'on était à l'apothéose du fanservice. Qui aurait pu prédire qu'on assisterait à l'apparition de ce personnage, destiné à ne jamais voir le jour, dans un OAV. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Gogeta délivre. Ce qui est tout simplement prodigieux quand on réalise qu'il reste moins de 2 minutes en tout à l'écran. Enfin, le 13e et dernier film, celui qui a la charge de passer après le plus populaire, accomplit un excellent travail dans un registre pourtant très différent. Ici, plus de fanservice, mais une histoire authentique et touchante, sublimée par une animation léchée. Tapion, son récit tragique, son amitié avec Trunks, et bien sûr sa mélodie, restent gravés en moi. Même la scène du barbecue m'a rappelé des souvenirs. Sans oublier l'attaque finale de Sangoku. Alors on ne comprend pas forcément d'où ça sort, ou même ce qu'il se passe, mais après un build-up pareil, on n'en a pas besoin. Et voilà qui conclut cette partie, ce voyage. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai passé plusieurs jours à revoir ces films, un sourire en coin, à revivre une partie de mon enfance, à retrouver cet amour perdu, oublié, pour l'un des plus grands phénomènes de ces dernières années. Et j'espère juste ne pas avoir été le seul. Aux premières heures du Shonen Jump, on comptait beaucoup de comédies, pas mal d'histoires de sport et quelques récits historiques. Apparaissait parfois une aventure réaliste ou deux, et seulement de temps en temps, un manga de science-fiction souvent à base de mecha.
La très grande majorité de ces séries ne durait que quelques années au mieux, pour celles qui parvenaient à survivre plus d'un mois au milieu d'une compétition plus féroce qu'un ratel. Le premier ovni à avoir vu le jour est Ken le Survivant. Sorti en 83, on suit les aventures de Ken, pas le mec de Barbie mais bien le maître du Hokuto Shinken, l'art martial qui transforme tes ennemis en fontaines macabres. On assiste à son exploration d'un monde ravagé par une guerre nucléaire, tandis qu'il est en route pour botter le cul de ses frères adoptifs parce qu'ils lui ont volé ses crayons de couleur. Enfin, je crois. Ce qui est sûr, c'est que c'est radicalement différent de ce qui se faisait jusqu'ici et que ça marche terriblement bien. Le manga gagne très vite une popularité inattendue, entraînant l'adaptation d'un animé de plus de 150 épisodes et la vente de 100 millions de volumes à travers le monde. Avec un tel succès, difficile d'imaginer qu'un autre manga, apparu moins d'un an plus tard, allait totalement l'éclipser et prendre sa place dans le panthéon des œuvres légendaires. En 84, François Truffaut s'éteint, Ronald Reagan est réélu, le Macintosh fait son apparition, la couleur bleue est découverte, et est né le tout premier manga à dépasser les frontières pour captiver le monde entier. Alors comment ? Comment est-ce que cette histoire de boule de dragon a réussi à s'exporter partout et à s'imposer de manière si durable qu'aujourd'hui encore la série prospère ? Même s'il ne l'est pas véritablement, Dragon Ball s'est imposé comme le père des Battle Shonen, genre de manga le plus populaire au monde qui compte des titres comme One Piece, Naruto, Bleach ou encore Bobo. Alors bon, s'il suffisait de faire du nouveau et original pour connaître un succès retentissant, ça se saurait. En fait, d'habitude, c'est même plutôt l'inverse. Il est plus souvent question de prendre une recette appréciée de tous, puis de rajouter une couche de sauce maison plutôt que de réinventer la tartiflette. Et pourtant, c'est bien ce qu'Akira Toriyama a fait. Plus j'y pense, et plus je suis sidéré que la Shueisha allait laisser tuer Dr. Slump pour ça. Parce que Dragon Ball s'est vraiment construit sur le tas. À un rythme effréné d'un chapitre par semaine, Toriyama s'est lancé dans la concoction d'un genre complètement inédit, sans réelle préparation. Ce qui revient plus ou moins à tenter d'ouvrir un fast-food sur une planète extraterrestre. Un miracle. Un pur miracle. Parce qu'au lieu de faire faillite comme il aurait dû, le bonhomme s'est retrouvé à créer McDonald's. Par contre, contrairement à la chaîne, Dragon Ball Z fourmille d'idées, tellement qu'il est difficile de les lister. Si fortes qu'elles sont devenues les ficelles scénaristiques classiques de tout shonen contemporain qui se respecte. Sans même aborder le mélange entre science-fiction et fantasy, ce qui reste la marque des œuvres débridées où l'auteur s'amuse pour amuser, un terrain de jeu très stimulant mais on ne peut plus casse-gueule comme fondation pour un univers, ou du dessin et character design de Toriyama, domaines dans lesquels il excellait déjà. Parce que créer des antagonistes mémorables comme Freezer, Cell ou Boo a toujours été un jeu d'enfant pour lui. Je parle bien de son pas vers l'inconnu. Je parle de la progression continue d'un jeune héros qui grandit en affrontant des adversaires de plus en plus terrifiants, aujourd'hui devenu le principe même d'un battle shonen. Du pouvoir de l'amitié qui, dans les moments importants, fait passer un cap au protagoniste pour une scène anthologique. Du vieux maître qui ne paye pas de mine de prime abord mais devient balèze quand il le faut. De la manifestation physique du ki ou chi, bref, de l'énergie vitale émanant de toute chose. Des transformations badass permettant de maintenir en haleine et d'offrir un nouveau look bien cool au personnage. Des détecteurs de puissance pour établir des rapports de force et facilement intéresser les spectateurs quand un nouveau bougre débarque. Ou encore des tournois, recettes simples et efficaces pour construire un arc populaire. On pourrait également aborder la nature du héros Neketsu, mais si Goku apparaît comme un justicier absolu, altruiste, pur et juste dans l'anime, ce n'était pas la vision originelle de Toriyama qui pour le coup n'a jamais digéré cette représentation. Pour lui, le Saiyan revêtait une face plus sombre. Il sauvait la Terre par pur intérêt, parce que son sang lui dictait de se mesurer au plus grand guerrier possible. Toujours est-il que DBZ regorge de créativité. Chaque problème n'existe que pour inventer une solution fantastique. Tiens, mon héros est sur le point de mourir comme une merde, qu'il prenne un haricot magique. Oh mais attends, mon nouvel antagoniste est bien trop fort et méchant. Les héros n'auront jamais le temps de... Jamais le temps. Le temps ? Ah, et si j'inventais une salle mystérieuse où 6 heures équivalent à 1 minute ? Bon, évidemment, on ne peut pas créer à tour de bras sans commettre d'erreurs. Le principe même de résurrection est un tabou scénaristique qu'il faut oublier à jamais. Parce que cela tue toute tension dans l'histoire, et même si un personnage majeur succombe, on finit par s'en foutre royalement puisque de toute façon, l'auteur pourra le ramener à la vie quand il le souhaite. Même Shenron, dragon omnipotent exauceur de souhaits, est une aberration. Du moins de la façon dont c'est traité ici, puisqu'il devient hyper facile de réunir les boules de cristal. Ce qui est délicieusement ironique quand on relit le nom et le pitch du manga. Mais, puisque justice oblige, tous ces reproches restent des considérations dont très peu se préoccupaient à l'époque. Surtout en face du puits d'inventivité débridé, de la création d'un genre tout entier, de tout ce que DBZ a pu apporter.
L'impact de Dragon Ball Z est impossible à quantifier. Qui sait ce que serait ce monde sans la série? Est-ce que notre hexagone adorerait autant les mangas? Est-ce que One Piece, Naruto, Bleach et les innombrables shonen qu'on connaît auraient vu le jour? Et si oui, à quel point aurait-il été différent? Au Japon, le 9 mai est le jour officiel de Goku. L'occasion pour tout le monde de dégainer son meilleur cosplay. De son côté, la puissante Shueisha a créé un service entièrement dédié à la promotion et gestion de la série, qu'ils appellent The Dragon Ball Room. Aux États-Unis, Dragon Ball Z a profondément modifié la télévision. Avant, les programmes étaient quasiment tous épisodiques pour que chacun puisse se permettre de rater une soirée sans être perdu. À présent, c'est l'inverse. En France, les Yamakasi, le groupe à l'origine du parcours, ont cité l'anime comme une principale source d'inspiration. Et si ça ne vous suffit pas, réalisez quand même que c'est Gohan qui a inventé le dab bien avant que ça devienne tendance. L'impact de Dragon Ball Z pourrait se compter via les dizaines de millions de fans accumulés. Pas besoin de beaucoup chercher pour en dénicher. Le staff de Steven Universe par exemple, Pierre Perifel, le réalisateur travaillant pour DreamWorks, le combattant Carlos Newton, fondateur du Jiu-Jitsu Dragon Ball, l'acteur Michael B. Jordan, le producteur des jeux Tekken, le plus grand judoka de tous les temps Teddy Riner, l'incroyable Rafael Nadal, ou encore de nombreux rappeurs comme PNL et Nekfeu pour ne citer qu'eux. On est rendu à un stade où il va plus vite de compter ceux qui ne sont pas fans. Quand même Hollywood s'intéresse à un animé pourtant très compliqué à adapter en live action, c'est qu'on a largement dépassé le cap du succès. Si vous pensez que l'adaptation est impossible, c'est que vous n'avez pas encore rencontré les bonnes personnes. Parce que là où une industrie géante et bourrée de thunes échoue, quelques fans français sans le sou triomphent. Au cas où vous ne feriez pas partie des 37 millions de personnes à être tombées dessus, Dragon Ball Z The Fall of Man est probablement le meilleur court-métrage inspiré d'un animé que j'ai jamais vu. Ici, pas des millions pour budget, mais 8 000 € en tout et pour tout, venant principalement des poches des deux créateurs. Ici, pas d'appât du gain, mais l'amour, la passion et la volonté de rendre hommage. Sûrement est-ce pour cela que la fin ne manque jamais de me donner des frissons. Et la voilà, la véritable marque qu'a laissé Dragon Ball Z. Ce ne sont pas les quelques dizaines de stars qui avouent leur amour pour la série, ou même les milliards de bénéfices engendrés par celle-ci, mais bien tous les fans, bercés, touchés par une œuvre qui, aujourd'hui encore, continue de les inspirer et les pousse, malgré les obstacles, à avancer. Toriyama est le créateur de l'une des œuvres les plus populaires de l'histoire. Akira est un homme banal. Toriyama est devenu le père des shonen, le fer de lance d'un nouveau monde, une idole pour beaucoup, et le premier des 3 seuls mangaka à avoir été décoré comme chevalier de l'ordre des arts et des lettres par notre nation. Akira voulait juste s'acheter des clopes. Je ne suis pas religieux, je ne crois pas qu'on naisse avec un destin tout tracé, mais cet homme et son histoire me font douter. Qu'il tombe par hasard sur un Shonen Jump cherchant à recruter de jeunes talents quand il a pile besoin d'argent, passe encore. Que son nom, Toriyama, signifie la montagne aux oiseaux et qu'il rencontre Torishima, l'île aux oiseaux, rédacteur en chef du Jump, bon, pourquoi pas, à la limite. Mais que l'homme qui n'a jamais vraiment rêvé de manga, qui en a simplement lu quelques-uns à l'école élémentaire, parce qu'il n'avait rien de mieux à faire, et qui a persévéré après plusieurs refus et de nombreux flops, uniquement parce qu'il ne voulait pas rester sur une défaite, que ce gars-là finisse par changer le monde malgré lui, je trouve ça un peu fort. L'ironie veut que ce manque d'ambition soit probablement ce qui l'a conduit à créer un phénomène planétaire. C'est pour ça qu'il a pu concevoir quelque chose d'aussi débridé et singulier que Dragon Ball. Parce qu'il n'en a jamais rien eu à foutre, Akira. Même quand Dr Slump lui rapportait des millions et que tout le monde en redemandait, lui désirait tout arrêter. Il n'a jamais senti le besoin de plaire à qui que ce soit, et a fini par convaincre tout le monde. Sacré blagueur que cet univers, parce qu'Akira n'a jamais voulu de ça. Tout ce qu'il souhaitait, c'était mener une vie tranquille, dans l'ombre et l'indifférence. Métro, boulot, dodo. Et le plus drôle, c'est qu'avant lui, les mangaka n'étaient pas des stars dont chaque apparition était scrutée, analysée et décortiquée dans tous les sens. Il a creusé sa tombe de ses propres mains, jour après jour,
chapitre après chapitre, sans même s'en apercevoir. Monomaniaque, flemmard et à la limite de la sociabilité, Akira fut la notoriété comme la peste. De toute sa vie, il n'a donné qu'une seule et unique interview télévisée, et c'était avant de commencer Dragon Ball. Il est le seul auteur du Shonen Jump à ne pas avoir emménagé à Tokyo, à une époque où le fax était encore quelque chose. Malgré ses dizaines de millions d'euros, il vit en ermite, reclus avec sa famille, à un point où de fausses rumeurs sur sa mort sont apparues sur le net, à plusieurs reprises. Et lorsque des photos de son studio de travail ont fuité, belle bâtisse orange vif, il a rajouté un panneau devant. Pour les fans, merci d'être venu jusqu'ici, mais si vous me demandez une interview, un rendez-vous ou un autographe, je refuserai. S'il vous plaît, ne laissez rien devant ma porte. Non seulement Akira n'aime pas la lumière, mais il n'aime pas non plus Dragon Ball. Quand on lui dit que son œuvre est ultra populaire partout dans le monde, il répond « Franchement, ça n'a aucun sens pour moi, puisque j'estime que je ne dessine pas comme il faut. J'imagine que c'est parce qu'on vit dans un monde où on laisse tout passer. » Il y a quelque temps, je relisais la série pour la première fois depuis un bail, et bien que l'arc de Freezer soit suffisamment haletant pour attiser mon intérêt, je me demande toujours comment ça peut être aussi populaire. Akira n'a jamais rêvé de devenir mangaka. Torishima a dû le pousser à continuer Dr. Slump. Il a dû le forcer à poursuivre Dragon Ball. Akira a voulu y mettre fin au chapitre 23, à la conclusion du premier arc, quand Shenron apparaît pour la première fois. Puis au chapitre 112, après la nouvelle invocation du dieu dragon, quand Goku part explorer le monde. Il continuera sous la pression de son éditeur, mais surtout de ses millions de fans, avant de finalement y mettre un terme abrupt le 23 mai 1995 au chapitre 519. Lassé, exténué, Akira dessinera ses dernières pages, avant de retourner à la tranquillité tant désirée. Et il ne ressurgira que 20 ans plus tard, pour encore émouvoir, pour récompenser ses fans qui attendaient patiemment sans y croire, pour être sûr de laisser définitivement son empreinte dans notre histoire. Si Dragon Ball Z a marqué une génération, c'est parce que l'auteur a su parler aux jeunes gens de son époque. Parce qu'il a su prendre des risques et s'aventurer sur des sentiers inconnus dans un style nouveau, décomplexé et avant-gardiste. Mais c'est surtout parce qu'il a su transmettre. Avec simplement quelques dessins hebdomadaires, Akira Toriyama a réussi à véhiculer toutes les émotions possibles et imaginables. On a ri, on a pleuré, on a applaudi, on a tremblé. Plus important encore, on a aimé. Suivre les aventures de Goku, ses amis, ses ennemis, ses défaites, comme ses victoires. Et si Dragon Ball Z a changé le monde, c'est parce que moi et tant d'autres nous sommes inspirés de ce personnage d'animé. Même en essayant de faire un point objectif, il m'est impossible de réaliser à quel point il m'a influencé. Ce Saiyan qui sourit face au danger, ce héros qui ne recule jamais, cet homme qui se relève toujours dans l'adversité.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo à vous, vous faites partie de l'élite, des rares personnes à être encore capables de rester immobile pendant 50 minutes. Et croyez-moi, cela vous sera fort utile dans votre vie, à commencer par tout de suite, parce que comme convenu, vous avez le choix pour le sujet de la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je prendrai le commentaire avec le plus de likes. Et comme je suis bon prince et que je lis tout, je ferai même les éditions pour ceux qui proposent la même chose. Allez, bisous.